La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce jeudi, les députés de l'Assemblée nationale à l'étude aujourd'hui le projet de loi sur la profession d'urbaniste, loi adoptée, les implications à suivre tout à l'heure dans cette édition. Également dans cette édition, retour ce soir sur le site du nouveau port de pêche. Les premiers coups de filet ont été effectivement lancés ce jeudi au grand bonheur. Vous allez le voir, des femmes transformatrices de poissons sur place. Et puis l'assurance vieillesse, ça nous concerne tous. Ce qu'il faut en savoir, la Caisse nationale de sécurité sociale nous renseigne ce soir dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Retour d'abord sur le séjour berlin du chef du gouvernement. Comme Isselom Klassou participe, vous le savez, et au nom du chef de l'État au deuxième sommet G20 Compact West Africa. En marge des travaux, le Premier ministre, le PND a l'objectif à rencontrer des sociétés et entrepreneurs allemands sur place. Le cas ici, vous allez le voir, avec le directeur général Green Tech et son homologue du projet GP. Des précisions micro de Adolphe Paca. Je suis le CEO et cofondateur de Green Tech Capital, qui est le principal investisseur allemand pour tout ce qui est start-up africaine. Et donc nous avons parlé en fait des possibilités d'investissement que nous pourrions avoir au Togo et comment nous pourrions investir dans les jeunes entrepreneurs togolais qui sont spécialisés dans le numérique. Et nous avons également parlé du programme d'investissement et de support à l'investissement que Green Tech Capital et l'Agence française de développement sont en train de mettre en place dans la partie francophone, qui donnerait accès dépendant en fait de la performance de certaines entreprises à des prêts à taux zéro pour leur permettre de se préparer mieux à l'investissement et au support que l'on peut apporter. J'ai convenu avec son Excellence de venir faire un premier voyage au Togo qui me permettra en fait d'identifier les structures togolaises qui sont en support à l'écosystème ainsi que les entrepreneurs. Et on mettra donc en place un processus de sélection qui nous permettront d'identifier certains de ces jeunes Togolais et de définir comment on peut les supporter en collaboration avec l'écosystème et quelles sont les formes de financement qui sont les plus adaptées pour ces jeunes entrepreneurs. Ich möchte mich erst nochmal recht herzlich bedanken, dass ich die Chance habe. Nous avons eu à échanger sur un certain nombre de projets que nous voulons réaliser au Togo. Il s'agit des projets agricoles et des projets de formation professionnelle. Avant qu'on arrive au niveau de la formation, il faut d'abord cultiver à grande échelle et il faudra des terres disponibles. C'est le commencement de tout projet agricole. Das wollen wir gemeinsam mit Ihnen machen. Même objectif ici aussi, toujours convaincre sur la destination Togo PND, exercice renouvelé ici aussi devant les investisseurs allemands. Image signée Paul Sakpala pour cette audience. On a essayé d'échanger sur un certain nombre de projets dont nous voulons réaliser au Togo dans le cadre du plan national de développement. Notre société intervient dans le domaine des infrastructures. Bien évidemment, en tant que Togolais résidant en Allemagne, nous avons aussi échangé sur l'actualité au Togo. La délégation a essayé d'expliquer les avancées, le climat politique et social au Togo.
À ce qui nous concerne au niveau du Togo, c'est l'axe 3 du plan national de développement, à savoir les logements et les projets d'adduction d'eau. Nous sommes activement en échange avec les ministères concernés pour des projets de logements sociaux et pour les projets d'adduction d'eau pour la consommation. Nous avons eu le plaisir d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour lui parler d'un projet que nous avons dans le domaine touristique, un projet très très important qui va développer les capacités touristiques du pays, qui va mobiliser beaucoup d'emplois. Et le Premier ministre s'est montré très intéressé par ce projet, qui demande encore du travail avant que nous puissions en parler concrètement. Mais nous avons marqué une étape très importante aujourd'hui et nous sommes venus lui dire aussi notre confiance dans le Togo, parce que nous avons vu les progrès réalisés au cours de ces dernières années. Nous avons vu comment le Togo a fait des bonds spectaculaires dans le classement des pays qui réforment, dans le classement des pays qui assurent la paix et la sécurité, dans le classement des pays qui créent un climat favorable pour les affaires. Et donc c'est avec cette nouvelle donne d'un Togo qui est dans l'ère moderne pour un développement durable que nous voulons faire inscrire ce projet de développement touristique qui va connaître maintenant des avancées. Sun Farming Food and Energy Sun Farming, c'est une combinaison d'énergie solaire et de l'agriculture qui va faire un hub au Togo et faire la production de l'agriculture et de l'énergie pour la population togolaise. Sun Farming serait comme en Afrique du Sud et au Madagascar, l'Afrique du Sud où ils sont déjà 10 ans, une combination de la production agricole bio et pour la population togolaise. Former des entrepreneurs, nous allons former des électriciens en automobile électrique. Donc c'est pas seulement la production de l'énergie, mais il y a une formation et une continuité durable derrière ce projet. Concernant le financement de ce projet, nous sommes déjà en discussion avec la KfW Bank, avec les banques allemandes qui ont déjà accepté le Togo et pour financer ce projet à 100% alors. Donc nous sommes déjà avec les partenaires en discussion et ici en Allemagne aussi avec des partenaires d'autres institutions qui sont derrière le projet, derrière le Togo. Début de l'année prochaine, concrétiser le premier projet pilote pour le Togo, que ça soit aussi petit ou grand, qu'on veut commencer au Togo. Le Premier ministre spécialement et tous les ministres ont apprécié à 100% le projet. Unheimlich viel Ausbildung auch für Togo und die technologische Brücke möglich macht zu uns. Voilà les audiences accordées par le chef du gouvernement à Berlin lors de son séjour. Je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, la loi est adoptée. Les urbanistes peuvent désormais exercer dans un cadre juridique propre à eux. Les députés ont défini les contours. C'était à la plénière ce jeudi, la session, le compte-rendu. Augustin Cossy. C'est un des corps de métier qui intervient dans l'aménagement urbain et le développement harmonieux des agglomérations, le métier de l'urbaniste. Il a pour but de penser et planifier la ville. Cependant, les urbanistes ne disposent pas d'ordre professionnel pour l'exercice de leurs activités au Togo. Et pour donner un statut légal à cette profession, un texte pour prescrire le respect d'un code de déontologie afin d'éviter certaines dérives. Un sujet qui n'est pas sans intérêt à la représentation nationale. Les élus du peuple votent à l'unanimité la loi relative à l'exercice de la profession d'urbaniste au Togo. Un cadre légal d'exercice des missions d'urbanisme est créé. Cette loi qui a pris forme aujourd'hui suite à votre vote crée un cadre légal d'exercice des missions d'urbanistes et permettra de donner une nouvelle image du devenir des établissements humains au Togo. Élaboré en parfaite harmonie avec le code foncier de l'axe stratégique 3 du plan national du développement PND visant la maîtrise de l'urbanisation et l'assainissement du cadre de vie, le présent projet de loi est également dans la droite ligne des directives de l'UEMOA relatives à la liberté de circulation
et aux établissements de certaines catégories de professionnels. Sur le plan professionnel, votre vote permet de doter les urbanistes du Togo d'un ordre professionnel au même titre que les architectes et les géomètres. Ce texte vient en complément du Code foncier domanial et permettra au gouvernement, sous la direction de son Excellence M. Faure Essozimna Nyasingbe, président de la République, de mener à bien la politique générale de développement équilibré de l'ensemble des localités du territoire à l'échelle des agglomérations à travers l'armature urbaine nationale. Jusqu'à présent, les urbanistes exercent la profession au Togo à travers des bureaux d'études ou comme employés de l'administration. Malgré l'organisation en une association togolaise des urbanistes libéraux en 1991, il a toujours manqué au secteur un cadre juridique d'exercice du métier. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, ce texte revêt une importance particulière. Le projet de loi adopté ce jour vient combler un vide juridique en créant un cadre légal d'exercice des missions d'urbanistes à l'instar des architectes ou encore des géomètres. Comme on peut l'imaginer, le rôle de l'urbaniste est d'assurer l'ordonnancement rationnel des espaces urbains. Or, dans notre pays, ce corps de métier manquait d'un cadre juridique approprié. Ce projet de loi répond ainsi à l'une des priorités du gouvernement, qui, sous la très haute impulsion et le leadership audacieux du président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Nyasingbe, œuvre pour la maîtrise de l'urbanisation et de l'assainissement du cadre de vie de nos populations. Je me réjouis aussi que le projet de loi adopté ce jour se veut promotrice de l'équité genre en permettant aux futures femmes urbanistes d'être représentées valablement dans ce corps de métier qui aujourd'hui en est dépourvu. Sur le plan régional, l'adoption de ce projet de loi rassure du respect des engagements pris par notre pays dans le cadre des politiques communautaires, essentiellement le respect du principe de la libre circulation des professions libérales et du principe du droit d'établissement. Notre pays, en répondant favorablement aux directives de l'UEMOA, les adapte au contexte national en offrant des conditions adéquates d'exercice de la profession d'urbaniste en terre togolaise. En fixant le délai maximum de 3 mois pour l'inscription au tableau de l'ordre des urbanistes, contrairement à la moyenne de 6 mois en vigueur au sein de l'UEMOA, le gouvernement reste cohérent avec sa logique d'amélioration du climat des affaires. Nous espérons donc que les urbanistes exerceront leur profession dans l'intérêt des populations pour la conservation, la préservation et la valorisation des ressources naturelles partagées pour une meilleure qualité de l'espace de vie. Et à l'heure où avoir un lopin de terre au Togo est presque devenu un devoir civique, réglementer le cadre d'aménagement du territoire reste une démarche salutaire. Il en va pour la préservation et la valorisation des ressources naturelles et du cadre de vie. Il faut intéresser le plus grand nombre. S'il le faut, ne laisser personne sur les carreaux. Eh bien, c'est l'objectif de la semaine de l'inclusion financière. Banque, microfinance, tous à l'échelle UEMOA sont réunis à la BCAO depuis ce matin. Comment inclure donc le plus grand nombre? Eh bien, la digitalisation au service du paiement semble aujourd'hui la solution qui s'impose. Carmen Malgé, à Capo. Banquiers, chefs d'entreprise et autres acteurs du monde financier sont ici sensibilisés sur l'éducation financière et la protection des consommateurs. Finalité, faire des services financiers numériques un instrument qui facilite la vie des clients en leur permettant d'effectuer des transactions et de mieux gérer leurs dépenses et revenus.
La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, s'investit ainsi dans la promotion de l'utilisation du digital dans le secteur financier au sein de l'UEMOA. Pour ce qui concerne la Banque centrale, ce phénomène-là, lorsqu'elle se développe, ça nous permet d'avoir plus de transparence dans les transactions financières, ça nous permet d'avoir une certaine célérité dans les opérations qui sont exécutées et ça nous permet, entre autres également, de lutter contre ce que nous appelons le blanchiment de capitaux. Et c'est un phénomène qui intéresse également l'État, puisque l'État même s'est lancé également dans la digitalisation avec toutes les opérations de paiement qui vont se faire de façon électronique. Depuis quelques années, le gouvernement togolais a bien compris le rôle essentiel de la digitalisation dans le processus de développement. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, l'initiative de la BCEAO vient appuyer les efforts des plus hautes autorités en matière d'inclusion financière. Dans son plan national de développement 2018-2022, le gouvernement s'est résolument engagé à bâtir les fondamentaux d'une digitalisation économique porteuse de valeurs, créatrice d'emplois et de richesses et stimulatrice du développement. Il s'agit entre autres de dématérialiser de nombreux services offerts aux citoyens grâce au projet e-Gouv, qui a pour objectif d'assurer l'interconnexion effective des administrations, d'améliorer l'accès de tous à des produits de services numériques à des coûts abordables à travers des incitations fiscales, en particulier l'exonération de l'importation des équipements numériques. C'est pourquoi le gouvernement a fait adopter le 29 octobre dernier la loi portant sur la protection des données à caractère personnel après celle relative à la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité de décembre 2018. Une équipe de la BCEAO sera à l'université de Lomé demain pour sensibiliser les étudiants sur les risques inhérents à l'utilisation des technologies financières et les défis majeurs que cela implique. Sensibiliser, c'est aussi leur travail auprès des leurs, servir de relais également pour l'OTR sur le terrain, informer, sensibiliser donc afin d'amener plus facilement les contribuables à payer leurs impôts et taxes. Ces pères éducateurs viennent d'être formés à leur nouvelle tâche, le compte rendu de Sylvain Rapoudjou. L'Office togolais des recettes OTR promeut le civisme fiscal à travers la formation des pères éducateurs pour faciliter la mobilisation des ressources de l'État. La formation consiste à les outiller sur la fiscalité et douane en vue de les amener à servir de relais d'information auprès des contribuables. À travers cette formation, l'OTR envisage donc implanter dans chaque secteur des unités des pères éducateurs dont leur rôle est de faire passer l'information sur la fiscalité au niveau de tous les corps de métier, faire comprendre à ces acteurs l'importance du paiement des impôts dans la dynamique de permettre à l'OTR de remplir efficacement sa mission. Il s'agit donc de former des relais communautaires, des relais au niveau des contribuables. Un menuisier est plus écouté par un autre menuisier que quelqu'un qui viendrait de l'extérieur pour lui parler. C'est l'esprit même de ce projet. Donc c'est de faire en sorte que les contribuables, les opérateurs économiques qui ont les mêmes conditions de travail, les mêmes conditions, les mêmes relations avec l'administration fiscale puissent se parler. Pour servir donc de vrais porte-parole des contribuables, ils vont donc se familiariser avec les fondamentaux de la fiscalité, une démarche pédagogique pour comprendre le bien fondé des paiements des taxes et impôts. L'objectif, c'est que tout le monde comprenne pourquoi, comment, quand et comment payer ses impôts et taxes. Nous voulons que tout le monde comprenne les fondamentaux de la fiscalité. Et à leur tour, quand ils seront dans leur localité, qu'ils puissent informer et former leurs collègues
Le guide de l'administration fiscale de l'Office togolais des recettes OTR, qui renferme les principes de base de la fiscalité, va être parcouru, histoire de renforcer les acquis des pères éducateurs capables de jouer efficacement leur rôle sur le terrain, celui de faciliter cette relation entre opérateurs économiques et administration fiscale. Nous vous en parlions hier, image à l'appui, le démarrage des activités au nouveau port de pêche. Aujourd'hui, nous sommes retournés sur le site. C'est un déménagement dans la bonne humeur. Image de ces femmes transformatrices de poissons et de ces pêcheurs heureux qui s'adonnent à leur tâche avec ardeur et bonheur. Regardez ce reportage de Dodo Arrêt. Il est 9 h. Les premières pirogues rentrent au port avec leur capture. Les femmes se précipitent pour avoir les meilleures prises. Dame d'Atoubé part avec la plus grande part de la prise halieutique. À notre arrivée, nous avons pu acheter des poissons. Ce premier jour d'activité au nouveau port de pêche n'a pas été très bénéfique, aussi bien pour les pêcheurs que pour les bonnes dames. Et pour cause, la pluie qui a perturbé la sortie des pêcheurs. À cause de la pluie, beaucoup de pêcheurs sont rentrés avec peu de poissons et nous n'avons pas pu acheter en quantité. La pluie a failli perturber nos activités. Malgré ça, on a pu vendre les poissons. Malgré le niveau peu abondant, tous les acteurs de cette plateforme sont fiers du démarrage des activités de pêche dans un cadre plus moderne avec beaucoup d'avantages. Mais quelques difficultés se signalent au passage. Tout est bien commencé. Et nos dames qui nous vendent les poissons aussi, tout le monde est là. Et les activités ont repris comme avant. Et ça, c'est un pas vers la perfection. Et également, j'ai appris que bientôt, il y aura des lampadaires qui seront mis en place. Tout ça là, nous l'espérons également. Notre piste est glissante et quand il fait nuit, on n'a pas de lumière sur la route des pêcheurs et dans le marché. Parfois, on est obligé de quitter tôt. Il n'y a pas de mouvement au niveau de l'eau et cela ne nous avantage pas. Le directeur du port de pêche rassure sur les mesures prises et celles en cours pour permettre aux pêcheurs et à leurs mareyeuses de jouir de leur activité. Tout ce programme est déjà pris en compte. Et on a déjà ciblé les lieux où on doit mettre les mâts de projecteurs pour éclairer tous les sites, y compris l'entrée du site. Donc le marché est déjà en cours d'être octroyé à un fournisseur qui va le faire dans les jours à venir. Donc nous avons 2 machines de production de glace qui permettra aux pêcheurs de prendre la glace en allant en mer afin de conserver le produit pêché pour qu'il ne soit pas altéré. Les poissons pourront être conservés avec près de 390 caisses. Donc ça, c'est des facilités qui ne se trouvaient pas à l'ancien port de pêche. On va nettoyer tout le temps le site pour qu'il n'y ait pas des odeurs nauséabondes et que la qualité vraiment soit au point. Les femmes sont un maillon incontournable de la pêche artisanale au Togo et sont plus de 10 000 à pratiquer cette activité. Elles s'occupent de la transformation et de la commercialisation du poisson depuis une dizaine d'années pour certaines. Une activité génératrice de revenus qui leur permet d'être autonomes et de subvenir à leurs besoins. Ils sont de plus en plus têtus et défient ouvertement aujourd'hui les antibiotiques. Enseignants, chercheurs, professionnels de la santé, étudiants, tous partent en guerre contre ces microbes résistants. Que faire exactement? De nouvelles méthodes de lutte sont explorées. Les précisions, Edwige Atakwa-Bassabi de Douaré. L'antibiotique n'a plus tellement d'effet sur l'homme. Le taux de résistance des bactéries est de plus en plus élevé, ce qui compromet le traitement d'un grand nombre d'infections et constitue une menace de santé publique. Les causes sont entre autres l'automédication, des prescriptions inadéquates, l'usage excessif des antibiotiques. La filière animale contribue aussi à aggraver la situation.
La semaine consacrée au bon usage des antibiotiques est une belle occasion pour attirer l'attention de tous sur le fléau. C'est devenu un problème au point qu'on veut inscrire la résistance au patrimoine immatériel de l'humanité en disant il faut protéger les antibiotiques, sinon ce sera foutu pour nous. Chaque année, on se donne une semaine pour rappeler encore les bonnes pratiques, les bonnes façons de faire. La problématique est discutée à cette table ronde entre professionnels de la santé. Tous s'accordent sur l'intensification de la sensibilisation pour mener à bien la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Une initiative pareille est à saluer. Et derrière beaucoup de sensibilisation, il faudrait que nous changions nos comportements en matière d'utilisation de médicaments antibiotiques. La problématique, c'est que les antibiotiques sont utilisés pas aux doses qu'il faut. Les antibiotiques sont utilisés à des durées qui ne permettent pas d'éliminer la bactérie. C'est autant de choses qu'il faut voir. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est beaucoup plus des campagnes de sensibilisation et nous faisons tout pour interdire ce qu'on appelle une antibioprévention. Une antibioprévention, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas la maladie, mais on essaie d'utiliser l'antibiotique. Or, c'est justement cette façon de faire qui entraîne des problèmes de résistance. L'université est choisie comme premier lieu où il nécessite de commencer la sensibilisation. Les étudiants étant des futurs prescripteurs, manipulateurs ou consommateurs des antibiotiques. Ce qui est très important que j'ai retenu, c'est ne pas consommer ces médicaments sans prescription médicale au préalable. Et en plus, essayer de sensibiliser nos parents et la famille. L'attitude à adopter, c'est qu'il faudrait faire en sorte que tout participant fasse le devoir de sensibilisation de la population. Quel antibiotique pour quel patient? Quand le prescrire et quel doit être le dosage? Toutes les composantes vont être explorées pour des actions concrètes visant à la promotion de l'usage rationnel des antibiotiques au Togo. Autre sujet évoqué ce soir, les contentieux des marchés publics dans l'espace UEMOA. Il est question notamment de la nature même de ces contentieux, les litiges en rapport avec les marchés publics. Qu'est-ce qu'il faut exactement bien comprendre? Les échanges, les éclairages. Carmen Madjiakapo. Universitaires, étudiants et acteurs de la commande publique venus de différents pays de l'Afrique et de l'Europe débattent sur le contentieux des marchés publics dans l'espace UEMOA. Ici, les grandes questions d'actualité du paysage de la commande publique, du règlement juridictionnel, du contentieux des marchés publics sont décortiquées. Nous avions présenté hier le deuxième recueil qui concerne toujours les décisions du CRD, de la RMP, et aujourd'hui c'est un colloque sur la gestion du contentieux des marchés publics. Il s'agit pour nous, après avoir commenté les décisions du CRD, de réfléchir du point de vue théorique sur les décisions rendues par cette autorité. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il y a des aspects qu'il faut améliorer? Est-ce que du point de vue de la réglementation, il y a des efforts à faire? Les marchés publics revêtent une importance capitale dans le développement économique des pays membres de l'UEMOA. Il importe donc d'analyser les spécificités et incidences de la gestion du contentieux des marchés publics dans le développement socio-économique. C'est pourquoi l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, soutient l'initiative. Il s'avère important aujourd'hui de voir est-ce que c'est réellement profitable, la manière dont le CRD règle ces contentieux-là. Est-ce que ça permet réellement aux entreprises d'évoluer, parce qu'il arrive parfois que certaines entreprises écopent de sanctions, et quand ces entreprises écopent de sanctions, elles sont écartées donc, de la commande publique pendant un certain nombre d'années. Les réflexions qui sortiront au cours de ces jours, nous aurons des idées pour pouvoir éventuellement modifier ou apporter des propositions, des recommandations dans les pratiques que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays. Le colloque international de Lomé va contribuer à façonner le visage du contentieux des contrats administratifs en général et des marchés publics en particulier.
Et le système de passation des marchés publics n'est pas étranger à la corruption. Attention, Aplousia veille désormais au grain. L'instance de lutte contre le phénomène a mis les points sur les i. À Kara, sur place, Nestor Mojou. Autorités préfectorales, conseillers municipaux, chefs des services déconcentrés, opérateurs économiques, chefs traditionnels, organisations de la société civile, chefs des unités des forces de l'ordre et de sécurité, magistrats et agents de l'Office togolais des recettes. Ce sont ces groupes cibles que la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées a rencontrés dans la COSA. Aplousia mène une campagne de sensibilisation à l'égard des différentes couches sociales au sujet de la corruption, considérée comme un phénomène qui sape la démocratie et l'état de droit, qui constitue une des grandes causes des mauvais résultats des économies des pays en développement et qui crée un terrain propice à la criminalité organisée et au terrorisme. Le message principal, c'est que nous voulons mobiliser tous les citoyens, tous les Togolais contre la corruption et les infractions assimilées. Ça va nous permettre d'inaugurer une nouvelle ère, une ère de tolérance zéro à l'égard des actes de corruption et infractions assimilées. Qu'est-ce que ça veut dire, tolérance zéro? Ça veut dire que chacun à ce niveau dit la corruption ne passera plus par moi. Chacun dira chaque fois que je serai témoin d'un acte de corruption, je vais le dénoncer aux autorités compétentes. Et il y a plusieurs actes de corruption lorsque je suis agent public et que je travaille pour les citoyens. Pour cela, je suis payé à la fin du mois. Et je me fais payer par les citoyens eux-mêmes. C'est un acte de corruption. Si je suis un percepteur des taxes et impôts et je vais percevoir là où la loi ne prescrit pas, c'est un acte de corruption. Si je suis un agent comptable et que je détourne les deniers publics, tout ça là participe aux actes de corruption. Si je fais un trafic d'influence, c'est un acte de corruption. De façon générale, un citoyen fonctionnaire qui s'enrichit sans être en mesure de justifier l'origine de sa richesse est en situation de corruption. Ça s'appelle enrichissement illicite. La haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, son rôle et ses moyens d'action. Manifestation, cause et impact de la corruption sur l'économie nationale. La répression des actes de corruption et d'infractions assimilées sont les communications qui ont été passées. Les mêmes communications seront faites dans les 6 autres préfectures de la région de la Kara. Et également en titre, elle nous concerne tous, nous intéresse tous, l'assurance vieillesse. Qu'est-ce qu'il faut en savoir précisément? Eh bien, la Caisse nationale de sécurité sociale nous renseigne Désiré Aloy pour le compte rendu. La Caisse nationale de sécurité sociale au service des populations s'élargit davantage pour atteindre progressivement un grand nombre de bénéficiaires. Le régime de couverture sociale ne prenait en compte que les salariés assurés. Aujourd'hui, la CNSS va plus loin en incluant le secteur informel, travailleurs indépendants et ministres de culte pour leur ouvrir la porte de cette prestation. Couverture de risques sociaux, assurance vieillesse pour tous. Les différents potentiels bénéficiaires représentés par des délégations au contact de la CNSS en campagne d'information et de sensibilisation en partenariat avec le Bureau international du travail BIT. Elle est à l'étape de Sokodé. À partir de 2011, le législateur a opéré une réforme majeure, fondamentale, qui a consisté à ouvrir le champ d'application juridique et personnel de ce régime de la Caisse à tous les autres types de travailleurs. Il fallait chercher les meilleures formules pour pouvoir faire en sorte que eux aussi, ils puissent contribuer et se faire garantir donc cette couverture au titre des différents risques, parmi lesquels essentiellement la couverture vieillesse. Et aujourd'hui, nous avons sous la main une formule, c'est-à-dire un produit que nous estimons être adapté à leur réalité, à leur spécificité. Et c'est ce produit-là que nous sommes en train de partager avec eux à travers cette campagne nationale. La direction générale de la CNSS a voulu qu'au-delà du travail qu'on a fait dans notre laboratoire, qu'on aille sur le terrain pour exposer, échanger et recueillir donc les observations de ces différents acteurs. De façon unanime, ces acteurs ont salué ce dispositif-là qui désormais leur permet de pouvoir se faire garantir, comme je le disais tantôt, une pension de retraite. Les participants à la rencontre d'échange reconnaissent que la vieillesse est une charge. Ils se réjouissent de l'initiative de la Caisse. Nous, les artisans, nous ne bénéficions pas de l'assurance de vieillesse. Donc, comme c'est venu, nous sommes vraiment très contents parce que nous aussi, nous allons bénéficier de cela.
Parce qu'à la vieillesse, maintenant, nous souffrons. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire. Comme c'est venu, nous sommes vraiment très contentes. Mon groupe et moi, nous sommes très, très contentes. Et nous remercions la caisse. Nous sommes des transporteurs et nous avons aussi nos collègues qui sont les conducteurs. On les invite donc à nous associer pour obtenir les informations du nouveau produit. Le produit Assurance Vieillesse pour tous, une belle opportunité à saisir pour s'assurer de vieux jours heureux. Et si le bénéficiaire venait à décéder, son reliquat sera versé aux ayants droit. Les sports à présent, c'est chaque jeudi, c'est un rendez-vous dans cette édition. Jean Kofi et Dédi nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Jean. Bonsoir Jason. On parle d'abord du Centre de développement de l'athlétisme africain de Lomé qui a lancé officiellement sa rentrée et c'est cet après-midi. Effectivement Jason, c'est à travers une cérémonie qui a réuni les acteurs de l'athlétisme venus du Togo et d'ailleurs au stade de Kégué. 13 athlètes venus de la sous-région vont bénéficier d'une formation de qualité au sein de cette institution. Rendu Sergine Raimondo. Une première du genre au Centre de développement de l'athlétisme africain de Lomé et d'ici. Les pensionnaires du dit centre débutent un cycle de formation afin d'exceller dans leurs différentes disciplines. La présente rencontre lance officiellement cette rentrée. C'est quelque chose que nous faisions déjà habituellement dans le centre de Dakar que j'ai dirigé pendant 20 ans. Là, c'est ma première saison, ou la seconde, je dois dire, que je démarre à Lomé. Et j'ai pensé qu'il fallait faire venir cette tradition ici à Lomé, faire une rentrée solennelle en présence de tous les partenaires autour du centre, en présence des athlètes eux-mêmes, pour leur dire ce que nous attendons d'eux. Et pour les encourager à bien s'inscrire dans la nouvelle saison. Et il y a des échéances qui nous attendent, c'est les Jeux Olympiques déjà à la fin de la saison, mais il y a d'autres compétitions intermédiaires comme le tournoi de la solidarité. Il fallait qu'on se retrouve et pour resserrer les rangs et partir du bon pied. Le Centre de développement de l'athlétisme africain de Lomé se veut un excellent pôle de formation des athlètes de la sous-région. Il réunit pour cette année 13 athlètes venus du Mali, du Congo, du Bénin et bien entendu du Togo. Pour cette rentrée, eh bien, on a décidé d'innover avec des objectifs revus à la hausse et aussi avec les moyens humains qu'on est en train de mettre aussi et tout l'appui de l'État, des structures de la CA et même de l'IDESAF. Donc nous espérons qu'avec tous ces moyens mobilisés, que notre athlétisme va pouvoir connaître ce renouveau tant attendu. Ça nous tenait à cœur d'avoir les athlètes dans un centre et un centre plus proche de nous. Nous avons vu qu'il faut vraiment profiter et c'est pourquoi nous avons placé. Et les placer maintenant, c'est l'objectif pour nous est les JO 2024. Donc nous allons commencer à suivre ces athlètes à partir de maintenant jusqu'en 2024 pour voir ce que ça va nous donner. Autrefois centre régional de l'athlétisme de Lomé, le centre de développement de l'athlétisme africain de Lomé et d'ici s'est donné désormais pour objectif, et ce depuis avril 2018, d'assurer l'encadrement des athlètes de l'élite de la sous-région. Il compte prendre en charge la formation et le perfectionnement des cadres techniques et faire la détection des jeunes talents sportifs en athlétisme. Et voilà donc pour le centre, nous parlons maintenant du 35e championnat militaire et paramilitaire de football. La compétition bat son plein. Effectivement, Jason, démarré le 12 novembre dernier, l'édition 2019 du championnat militaire et paramilitaire poursuit son petit bonhomme de chemin. Et hier, mercredi, sur le terrain de jeu du Herbra, l'on a assisté à la large victoire de la gendarmerie nationale sur l'armée de l'air dans le groupe C. Score 4-0. Claude Ama. C'est ici, sur le terrain du régiment blindé de reconnaissance et d'appui Herbra, que l'armée de l'air en maillot jaune citron et la gendarmerie nationale en bleu se sont donné rendez-vous pour la confrontation. Surprise par la marine nationale 1-0 lundi, la gendarmerie nationale devait rectifier le tir et se relancer dans ce groupe C. Mission accomplie pour les bleus qui se sont imposés par 4-0. Tout a bien commencé pour les gendarmes qui ouvrent logiquement le score à la 11e minute par l'entremise de Agbanda de Hénin.
Lancés, les gendarmes ne lâchent pas prise. Les pilotes souffrent, mais résistent tant bien que mal. Malheureusement, ils encaissent un second but à la 38e minute. Une œuvre de Aléheri Pachal. 2-0 en faveur de la gendarmerie nationale, score à la pause. En dépit de la farouche volonté affichée par l'armée de l'air en seconde période de jeu, la gendarmerie nationale réussira à se mettre à l'abri en inscrivant 2 autres buts. Le 3e à la 66e minute grâce à Agbani Alexis et le 4e à la 78e minute qui porte la griffe de Agbanda de Eva qui signe du coup son doublé. D'où la satisfaction du coach de la gendarmerie nationale. La fois passée, on avait sous-estimé la marée, on a perdu. Il fallait gagner ce match-là pour être sûr de jouer le second tour. Donc, on s'est préparé suffisamment, on a mis le paquet. Et on a dit de mettre un but en premier temps pour se soulager et circuler la balle. Ce qu'il fait. Il a fallu qu'on fasse circuler la balle et faire court derrière le ballon et jouer en attaque placée pour pouvoir marquer des buts. Déjà lundi, on va se préparer pour les quarts de finale. On va se retrouver à l'entraînement. Puisque j'ai vu bon nombre de matchs déjà, je sais comment préparer les autres matchs. On mettra une stratégie en place pour pouvoir jouer et gagner. Ça va être 2 finales qu'on a perdu, 2017 et 2018. En final, on a perdu, il va falloir que cette année, qu'on ne regrette plus pour essuyer les larmes des 2 ans passés. Pour sa part, l'entraîneur de l'armée de l'air tire les conséquences de sa défaite. La préparation n'a pas été faite à bon escient parce que nous jouons un championnat militaire, il faut se lever tôt. On ne s'est pas vite préparé. On ne va pas jouer 4 matchs et avoir 4 défaites. Au moins une victoire pour le 4e match. Avec 3 victoires et 1 défaite, la gendarmerie nationale se qualifie pour les quarts de finale qui commencent lundi. Et puis Jean, on va terminer sur le championnat national de football de première division. Ce dimanche prochain, ce sera la 6e journée. Tout à fait, Jason, avec des affiches alléchantes. D'abord, le derby de la capitale qui va opposer le dynamique togolais à l'AS Togoport. Quant à Gomido, il se prépare pour recevoir le leader Unisport de Sokoli. Pendant ce temps, Semassi sera défié à domicile par Maranatha de Fiokpo. Le programme complet de la 6e journée avec Aflin Johnson. Après 2 revers de suite en déplacement face respectivement à Dito 0-1 et l'Est Togoport 1-3, Gomido de Palimé joue gros ce dimanche à domicile. Pour ce qui devrait être une opération relance, le club du Grand Cloto doit s'attendre à une partie difficile devant Unisport de Sokolé. Ce dernier, leader avec 11 points plus 3, même s'il est en panne de succès depuis 2 journées, sait bien se défendre à l'extérieur. En témoigne son nul de 2 à Kara face à l'SCK à la 4e journée. Les académiciens de Koloundé, qui se savent poursuivis à 2 unités près par Sara FC de Bafilo, voudraient aussi empocher les 3 points pour être sûr de garder le fauteuil. Gagner, Unisport en a les moyens et ce sera au Showboys de Palimé, 6e, de trouver la formule requise pour contrer les éléments venus de Chaoudjo d'abord et les surprendre ensuite. Le frère ennemi de Gomido, Maranatha de Fiokpo, quant à lui, est attendu à Sokodé par Semassi. Maranatha 12e, qui a amorcé une phase de rédemption depuis 2 matchs à l'occasion de s'éloigner davantage de la zone rouge. Un nul, voire une victoire des messagers, quoi qu'il en soit, c'est jouable devant une équipe de Semassi, pas au mieux de sa forme jusqu'ici. Néanmoins, les guerriers devant leur public peuvent encore se transcender et arracher le succès. Akara, c'est une équipe de la SCK en doute qui va se produire face au 2e au classement Sarasport. Seulement 2 petits points engrangés en 3 rencontres, c'est dire que les chauffeurs de la Cosa ont le devoir de se révolter ce dimanche pour espérer revenir en milieu de tableau. Sarasport, de son côté, aimerait bien rééditer à Kara le hold-up réalisé 2 semaines plus tôt face à la SOTR à Lomé. ASC Sara à suivre de près. Le stade de l'état-major des forces armées togolaises sera le théâtre d'un duel aux issues incertaines entre le dynamique togolais et l'Est Togoport. Le club militaire évoluera à coup sûr avec l'intention de se rattraper de sa défaite 0-1 de Womé le week-end écoulé. Les portuaires, pour leur part, ne se priveraient pas non plus d'une victoire après le réveil et le sensationnel 3-1 qu'ils ont infligé à Gomido. À Atakwame, il faut dire qu'il se porte mieux apparemment à la visite de l'association sportive de la Cosa Asco, également en regain de forme. Bolé Soudanero, qui a renoué avec le succès le week-end écoulé à domicile aux dépens de la SCK, à l'occasion de cette 6e journée, sera face aux Anges à Notcha. On suivra aussi la tentative de remontée de la SOTR devant Koroki Metete de Chamba au stade municipal de Lomé.
Donc ce sera tout pour ce soir pour votre page des sports. Oui, vous rappelez que samedi, le sport et détente va commencer à partir de 13h45. Et nous merci, rendez-vous bien noté, Jean, pour samedi prochain. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo souhaitait informer son aimable clientèle que suite à une panne survenue ce jeudi 21 novembre 2019 aux environs de 6h28 sur les ouvrages électriques de la CEB au poste source à Lomé à Plaou, la fourniture de courant électrique connaît des perturbations dans la ville de Lomé et de ses environs. Les équipes techniques de la CEB et de la CET sont à pied d'œuvre pour un retour de la situation à la normale dans les meilleurs délais. La direction générale de la CET, la direction générale, présente donc ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Et notre rendez-vous, c'est juste tout à l'heure. Après ce journal, ce sera avec Lys Damien et ses invités du jeudi et qui poursuivent donc la discussion sur la drogue parmi les jeunes dans nos écoles. Comment sortir de cette addiction? Vous en saurez un peu plus dès tout à l'heure, 21h, dans Jeudi Femmes. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir et particulièrement du côté de Ebli, dans le Zior et partout ailleurs. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée.